L'interview matinale, première partie sur REM. Mon invité ce matin, Christian Boissonneau. Christian, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les auditeurs de Radio Entre-deux-Mers. Alors Christian, je vous accueille aujourd'hui parce que ça y est, on peut le dire, c'est le grand moment après quelques années d'efforts, quelques années de quête, de collecte. Notre-Dame de Lorette est restaurée. Oui, en effet, c'est plusieurs années d'études, plusieurs années de recherche, de travaux. D'ailleurs, plusieurs années qui ont commencé en 2019 et 2020. Après 18 mois de travaux effectifs qui se sont terminés ce mois de décembre. Et enfin, pouvoir, fin du mois, inaugurer toute cette restauration. Cette inauguration, on va parler du programme et sinon on peut parler aussi de l'histoire déjà de cette église, mais aussi de cette restauration, parce que ça pourrait être un feuilleton. Tellement il se passe des choses extraordinaires. Déjà, l'édifice, parce qu'on peut citer un pêle-mêle, Stéphane Bern, Laurent Voulzy, la Vierge Marie, deux églises dans une seule. Enfin voilà, ça c'est des mots-clés pour essayer d'attirer les gens, de les capter. Mais parlons déjà justement de l'apparition de Notre-Dame de Lorette, puisque tout commence par une apparition. Absolument, tout commence par une apparition. Donc là, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle. Il faut considérer deux jeunes bergers qui, tranquillement, en train de garder leur troupeau dans un fond de vallon de Saint-Michel-de-la-Pujade, dans tout à fait le sud-est de l'Entre-deux-Mers. Ils sont là tranquillement et tout à coup, ils voient devant eux une espèce de grande lumière et une personne qui voit comme une dame tout en blanc. Ça leur fait très peur d'ailleurs, vraiment très très peur. Ils ne s'approchent pas du tout, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils partent directement chez les parents parce qu'il fallait qu'ils racontent ça. Ils étaient tellement apeurés qu'ils devaient se rassurer. Quand on s'y attend pas, ça peut surprendre, oui. Absolument. Imaginez qu'une grande lumière, on sait aujourd'hui qu'il y en a parce que on en voit sur les écrans, mais eux n'avaient jamais vu ce genre de choses, ce genre d'écran. Donc voilà, ils partent et ils reviennent avec les parents. D'abord, les parents au début ne les ont pas crus, ils le prenaient un petit peu pour des illuminés. Et quand même, à force de persuasion, ils reviennent avec les parents. Et là, il leur montre l'endroit où cette chose, cette personne, on ne sait pas, ils ne savaient pas vraiment trop comment la nommer, était apparue. Un buisson, un rocher, de l'eau qui coulait au pied du rocher, et la personne était là. Mais quand ils reviennent, évidemment, la personne était partie. Mais à la place, ils trouvent une statue. Cette statue de bois, qu'est-ce qu'on va en faire ? Oui, une statue qui représente du coup... qui représente la Vierge. La Vierge. Voilà, représente la Vierge. C'est cette statue qu'ils connaissent, puisqu'à l'église, il y a des statues de la Vierge. Ils voient cette statue. Mais, donc, il n'y a pas d'église là. Donc, ils se disent, on va la porter à l'église de la paroisse, à 500 mètres. Ils la portent. Il s'est dit là, au moins, elle sera dans un lieu tranquille. Sauf que le lendemain matin, les bergers revenant avec le troupeau, eh bien, ils revoient la statue à l'endroit où les parents l'avaient prise. Ils reviennent chez les parents, ils leur disent, voilà, l'histoire. Bon, les parents, ils reviennent et ils disent certainement que l'église là ne leur a pas plu, donc on va la porter à l'autre paroisse, à Saint-Michel. Idem, le lendemain matin, la statue est revenue. Donc là, ils ont dit, puisque c'est comme ça, c'est là qu'on va garder la statue. Et c'est là que l'histoire commence de Notre-Dame de Lorette. On met la statue là. Il a été créé une première grotte, la grotte de la Reine. Et puis, Lorette débute ce jour-là du XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est d'abord une grotte, puis effectivement une église, donc la grotte de la Reine. Il y a eu de la confusion. Toute l'histoire pour ceux qui le veulent est accessible de toute façon, ou ils pourront la découvrir à l'occasion de l'inauguration officielle. Mais pour rapidement, il y a sans doute une confusion, vous me disiez, entre Éléonore de Provence, Aliénor d'Aquitaine, grotte de la Reine.
Oui, puisqu'il a, on n'a pas, on n'a pas d'écriture, on n'a pas d'écriture parce que la paroisse de la Pujade ou celle de Saint-Michel était ralliée à l'évêché de Bazas, qui a brûlé beaucoup pendant la Révolution, et donc tout ce qui pouvait être dans les presbytères et entreposé à Bazas a été détruit. Donc on appelle la tradition orale, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille qui fait que... Et donc dans ce bouche à oreille, les écrits que l'on a qui datent d'après la Révolution, racontant l'histoire de Lorette, dit que Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre, est venue à Lorette, a vu et a fait construire cette grotte qui d'ailleurs, tout le monde est d'accord, portait le nom de grotte de la Reine. Voilà. Ça, au moins, c'est que c'était une reine. On pensait que c'était ça. Et toute l'histoire de Lorette s'est faite à partir de là. Voilà. Après, bon, on va dire que les historiens locaux ont regardé de plus près et se sont aperçus qu'il y avait quelques interférences dans l'histoire entre l'église, la première église qui se serait appelée Saint-Roch. Or, Saint-Roch n'a été martyr qu'au XIIIe siècle. Alors, est-ce que l'église s'appelait pas Saint-Roch? Est-ce que c'était pas le XIIe siècle, c'était le XIIIe? Donc voilà, toute l'ambiguïté est là, sauf que quand même, il y avait une autre reine, c'était Éléonore de Provence, qui elle était bien présente dans le secteur, puisque c'est elle qui a signé la charte de Montségur en 1260, et donc et Montségur a toujours été très proche de Lorette. Donc cette grotte de la Reine, elle pourrait être, et toutes les deux. La confusion aussi, c'est que toutes les deux étaient reines d'Angleterre, toutes les deux étaient mariées avec un Plantagenet, sauf que c'était un siècle d'écart. Oui, mais il y a de quoi mélanger, surtout quand on n'a pas forcément la documentation. Donc voilà, on n'en voudra pas à ceux qui ont conté la première histoire. Peut-être qu'ils avaient raison, après tout, parce que là, on est là pour dire que historiquement, il est possible que ça serait plutôt comme ça, mais voilà. Après... Ce qui compte, c'est qu'il y a ici aujourd'hui une église, et même deux églises en une. C'est quand même une sacrée histoire à chaque fois. Bien sûr, parce que c'est de toute façon, depuis le XIIIe siècle, c'est resté un lieu de pèlerinage très important, puisque c'était un site marial et que un site marial était un lieu de pèlerinage partout. Les pèlerins étaient très nombreux. Ils sont toujours, il y a toujours des gens qui passent aujourd'hui, mais jusque dans les années 1960, les pèlerinages de Lorette étaient très prisés, il y avait beaucoup de monde. Mais donc 13e, 14e siècle, d'ailleurs, comme il y avait beaucoup de pèlerins, on a construit un allongement, on a construit une nef à cette grotte. Donc on en a fait un chœur. La grotte est devenue le cœur de l'église. On a fait une nef et on a fait un clocher. Et donc cette petite église, elle faisait 11 mètres par 5. Voilà, toute petite. Hein. C'était la dimension petite église de village. Qui en rappelait une autre. Ces dimensions qui en rappellent une autre, qui en effet rappellent la Santa Casa d'Italie, c'est-à-dire la maison de Marie, qui se trouve à Loreto. Donc l'histoire continuant avec le diocèse de Bazas, l'évêque qui était de souche italienne, en 1634, revenant de pèlerinage à Loreto en Italie, connaissant la petite église de Lorette, connaissant ses dimensions, a dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait, c'est le hasard, mais c'est aussi une prémonition. Et que cette petite église qui s'appelait Notre-Dame de la Pujade jusqu'au XVIIe, eh bien, on va l'appeler Notre-Dame de Lorette. Et c'est ainsi que Notre-Dame de la Pujade est devenue Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette, qui s'est agrandie avec le temps, effectivement, puisqu'arrive le 19e siècle. Et à ce moment, vers 1830, il commence à se passer des choses qui vont mener jusqu'à une nouvelle église.
Exactement, et c'est l'abbé Dupuche qui se trouvait en mission, on va dire, dans le secteur du Réolais, à qui on a dit, tiens, il y a une petite église à Lorette, c'était 30 ans après la Révolution, elle n'avait pas été brûlée, elle n'avait pas eu de sévices particuliers, sauf qu'elle était restée à l'abandon. Donc l'abbé Dupuche vient, il voit cette église, il la trouve belle, mais abandonnée. Donc il se met en tête de la rénover. Donc il fait comme nous, eh bien, il fait des appels de fonds. Il va voir les paroisses à côté, les fidèles, et il lève des fonds pour refaire cette église. Et il y arrive. Il y arrive, et l'année suivante, il demande au cardinal Cheverus de Bordeaux de venir la voir. Il vient au cours d'un pèlerinage, parce qu'il se déplace avec le pèlerinage, un pèlerinage, dit-on, très 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 important en volume de pèlerins. Lui aussi, il trouve cette église très belle, et il trouve la ressemblance entre la Santa Casa et le sanctuaire de Lorette tout à fait remarquable. Et donc, il dit, en effet, il faut faire quelque chose. Et son successeur, le cardinal Donnet, lui aussi va venir, et il est tellement conquis qu'il dit, mais on va faire quelque chose, mais on va faire quelque chose de très beau. On va faire ce que les papes ont fait à Loreto en Italie, c'est-à-dire que nous allons faire une église, nous allons entourer cette église primitive dans un écrin. Et c'est ainsi qu'il demande à son architecte Jean-Jules Mondet de faire une église qui va couvrir l'église primitive. Alors, c'est vrai que le cardinal Donnet a fait beaucoup de choses. Certaines ne sont pas toutes réussies, mais je crois que là, il a réussi. Parce que, en effet, Mondet va respecter la demande du cardinal Donnet, c'est-à-dire qu'il va respecter l'église primitive, il va araser le mur, il va sortir le clocher, il va araser le mur, soi-disant les bois du clocher, on pense qu'ils ont été récupérés pour faire la charpente du dessus du chœur de l'église primitive, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes bois, et ce sont des bois très anciens qui sont aujourd'hui sur l'église supérieure. Donc il récupère ces bois, et il va reconstruire, céder pour reconstruire, et une fois les murs arasés, il fait un plancher qui va recouvrir complètement l'église, et on aura donc la particularité d'avoir deux églises dans une. C'est ça, quand on rentre. Mais vous savez, on va faire une petite pause parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie. Mais on va expliquer justement pour les auditeurs que quand on rentre, eh bien, il y a effectivement l'accès à deux églises. On continuera surtout à parler de cette journée à laquelle tout le monde est convié, le 31 janvier et le 1er février, avec le concert des chœurs de France qui viennent, donc 100 choristes qui viendront le 31 janvier. Il y a deux représentations. Et puis ensuite, les cérémonies d'inauguration, la première messe aussi de bénédiction. Tout ça, on va le détailler dans la deuxième partie de l'interview. Donc, c'est à Saint-Michel de la Pujade, pour Notre-Dame de Lorette. Je n'avais pas dit le lieu, on ne sait jamais. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Christian Boissonneau, pour parler de Notre-Dame de Lorette. On a parlé de l'histoire de Notre-Dame de Lorette, et encore, on n'a fait que survoler l'histoire de cette église. Une histoire qui aurait pu prendre un tour un peu plus dramatique il y a quelques années, quand il a été constaté que l'édifice souffrait. En fait. Oui, exactement. Donc, rapidement, ce qui se passait, c'est que le mur nord de la nouvelle église du 19e est construit sur du rocher, et alors que le mur sud est construit sur du marécage. Ah, donc ça bouge. Et donc ça bouge. Le mur sud bougeait, il s'enfonçait petit à petit, ce qui provoquait beaucoup de désordre dans les voûtes de l'église supérieure, et qui provoquait un déséquilibre du mur. Donc il fallait absolument agir pour stabiliser ce mur sud de l'église. Et puis nous avions un deuxième problème, c'était l'eau. Comme nous sommes dans un fond de vallon, la gestion de l'eau était importante, il passe beaucoup d'eau
dessous cette église, elle était absolument humide. La source qui coule toujours depuis le XIIIe siècle et qui coule au pied de l'autel, elle coule dans une vasque qui malheureusement était devenue poreuse. Donc, il n'y avait plus aucune eau qui partait par le trop-plein de la vasque, mais toute l'eau s'infiltrait au travers de la vasque. Et le débit de la source, c'est 300 litres par heure. Donc, on peut imaginer l'humidité que nous avions à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était ça. Et puis la chambre des cloches aussi, parce que les fers qui tiennent l'ossature du clocher, eh bien, ils ont oxydé avec le temps, la rouille, ça fait exploser des pierres, et donc on ne pouvait plus sonner les cloches manuellement. C'est électrifié, ça fonctionnait, mais enfin, bon, le clocher représentait un danger quand même assez important. Voilà. Donc ceci, c'était les travaux. Il faut considérer que nous avions 2 millions dans la municipalité avait 2 millions de travaux en prévision. 220 habitants, c'était pas possible de gérer ça, c'était énorme. Donc il a fallu chercher les priorités. Les priorités, c'est celles que j'ai citées. C'était quand même une enveloppe de 800, un petit peu plus de 800 000 euros, 806 000. Pour une municipalité de 220 habitants, voilà. ça fait beaucoup. Exactement, donc, évidemment, ça faisait beaucoup. Alors, il a fallu aller à la pioche au fond. Alors, les subventions entre la région, l'État, la région et autres, nous ont octroyé quand même 351 000 euros. Et puis, nous avons eu la rencontre un jour fortuite d'une personne locale, représentante locale de la Fondation du patrimoine, Madame Andréani, qui nous a dit mais il faut essayer, pourquoi pas, remplissez un dossier puis essayez. C'est ce que nous avons fait. Ça se passait ça le fin septembre, et 31 octobre on devait remettre le dossier de la mission Berne. Un mois on avait. Oula. On s'est tous dépêchés. Ouais. On s'y est mis, on a rencontré des gens, on a rencontré des historiens pour refaire l'histoire de Lorette. Enfin bon, le 31 octobre, on avait remis notre dossier. Et vous avez bien fait. Quelques mois après, 2-3 mois après, nous étions élus lauréats Mission Berne 2022 pour la Gironde. Donc, ouf, parce que le financement commençait à être possible. Ça a commencé, bien sûr, voilà. Parce que c'était 278 000 euros de financement Mission Berne. Voilà. Et là-dessus, la Fondation du patrimoine nous a octroyé 20 000 euros de plus, ce qui permettait à la commune de pouvoir gérer les 20% du budget, c'est-à-dire 160 000 euros. Et donc, ça y est, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est parti. À ce moment-là, on a pu démarrer le lancement des recherches de dossiers, afin de montage des dossiers pour les appels d'offres. Oui, parce que c'est pareil, l'idée, quand on restaure comme ça un bâtiment, c'est vous qui me disiez d'ailleurs, il y a une différence entre rénovation et restauration, parce que c'est une restauration, c'est-à-dire... Oui. Voilà, on ne fait que restaurer, on garde l'âme du lieu. La différence fondamentale, c'est ça, c'est quand on rénove, on peut faire du neuf. La restauration, on ne fait que embellir ce qu'il y a. On ne fait que retracer des traits que l'on voit, mais chaque chose que l'on ne voit pas, on ne touche pas. Parce qu'on ne crée pas dans de la restauration. On ne fait que refaire des choses encore un petit peu visibles. Voilà. Et donc, il y a besoin de trouver aussi une main-d'œuvre qualifiée. C'est pas un appel d'offres classique. Non, évidemment, mais c'est un appel d'offres auquel les entreprises de toute la France répondent. Donc voilà, on avait des entreprises complètement spécialisées monuments historiques. Donc ça venait de la Vendée, ça venait du Gers, ça venait de différents lieux, mais ce sont des gens vraiment spécifiques au patrimoine. Et oui, voilà. Et quand cette restauration se lance, j'imagine que ça doit être hyper intéressant parce que ce sont des personnes qui ont un savoir-faire précis, qui ont un savoir-faire dédié, enfin assez unique en fait, assez précieux. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'occasion aussi pour les habitants de découvrir ça, de découvrir un autre savoir-faire, ou même pour vous d'échanger Oui, pour nous surtout, parce que les habitants, on les a conviés une fois pendant la restauration, parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer des gens en permanence. Et voilà. Oui. Donc on a convié les gens une fois à peu près au milieu de la restauration pour leur montrer
comment se faisaient les travaux. Mais c'est vrai que c'est très riche une restauration parce qu'on découvre beaucoup de choses. On découvre des portes murées, et nous, ça nous a permis de découvrir des choses comme ça. Mais surtout, nous a permis de découvrir la source. Parce que nous avions la source qui coulait au pied de l'hôtel dans une vasque, mais on ne savait pas d'où venait l'eau. Et ça, c'était toujours un mystère. Ouais. Et c'était toujours un mystère. Lors du décrépissage des murs du déambulatoire, donc des couloirs de l'église, au hasard d'un coup de marteau électrique, un des ouvriers a découvert de l'eau qui arrivait. Et il m'a appelé en disant on ne sait pas ce qui se passe. Et ce qu'on avait découvert, on a su ce qui se passait un quart d'heure après. C'était l'arrivée de la source qui jaillissait par le trou d'un rocher. Et cette source, donc, c'est une source montante, une nappe montante de l'Éocène qui a une centaine d'années et qui ressort là dans l'église. Donc nous avions trouvé l'entrée et l'histoire de l'église. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, surtout que ça s'est fait, vous l'avez cherché, ça se trouvait pas, et puis d'un coup, un geste, un ouvrier, quelqu'un qui tac. Absolument, voilà, le hasard, on y tombe dessus. Le poids de hasard. Et donc, parlons rapidement, justement, après cette belle histoire. L'idée, c'est de se réunir pour fêter l'ouverture de l'église au public, avec notamment les Chœurs de France qui viennent le samedi 31 janvier. Voilà, les Chœurs de France, c'est un groupe national réparti en 7 régions françaises. Et là, nous aurons les Chœurs de France Atlantique qui viennent avec 100 choristes. Ouais. Voilà. Donc, nous allons avoir 2 concerts dans l'après-midi. Le premier concert de 16h, c'est un concert sur invitation. C'est pour les gens de la commune parce que quand même, ils participent un petit peu financièrement, les gens de la commune. Donc voilà, la municipalité offre le concert aux gens de la commune, aux donateurs, aux différentes personnes, les entreprises, tous les gens avec qui nous avons été liés pour la rénovation. Et le soir, nous avons donc le concert ouvert au public à 20h. Donc là, nous sommes sur un prix de place de 20 € et on prend les places en ligne sur notre site, qui est www.loretteangironde.org. D'accord. Voilà, donc tout en minuscule et tout attaché. Et là, on arrive sur le site et on réserve sa place pour passer une belle soirée avec les Chœurs de France parce que 100 choristes dans une église, c'est quand même quelque chose. Ah, ça va envoyer là. Absolument, absolument. Donc ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, là, nous sommes sur la réouverture officielle puisque donc Monseigneur James, archevêque de Bordeaux, va venir dire la messe avec les prêtres du secteur la Réole Montségur et il va bénir la réouverture de cette église puisque c'est une église avant tout ouverte aux offices et puis aux mariages, etc. Donc il fallait absolument qu'on ait cette cérémonie de réouverture. Et l'après-midi, donc, nous ferons à 15h une visite de la restauration. On montrera les différents points de restauration. Et à 16h, nous aurons l'inauguration, on va dire, officielle avec Stéphane Bern, avec Laurent Voulzy, qui est le parrain de l'association, puisque c'est nous qui avions généré le concert de Laurent Voulzy à La Réole au mois d'octobre 2022. Et depuis ce jour-là, enfin un petit peu avant, il est le parrain de l'association de sauvegarde de Notre-Dame de Lorette. Voilà. Et donc voilà, l'après-midi se terminera vers 19h, une fois que avec les élus, évidemment les élus, on attend le préfet, le sous-préfet, les sénateurs, députés, conseillers régionaux, les maires, etc., qui nous ont dit que ils viendraient bien volontiers participer. Christian, merci beaucoup pour ce programme et ce morceau d'histoire. Et je rappelle, j'étais en train de chercher, c'est loretteangironde.org pour des renseignements et même pour simplement prendre son billet pour ce très beau concert du samedi 31 janvier. C'est à 20h pour le public. Donc un concert sans choristes, avec les Chœurs de France Atlantique.
le samedi 31 janvier à 20h, lorettengironde.org pour commander le billet. Merci encore. Et Merci, puis, Mathieu. Revenez quand vous voulez pour l'actualité de Notre-Dame de Lorette ou d'autres. Bien sûr, ça sera avec un grand plaisir.